Donc, euh, le dépôt n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on entend par une remise fictive? Donc, c'est lorsque le dépositaire, il se trouve déjà nanti à quelque autre titre de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. Donc, ça, c'est toujours l'article 1919. Euh, et ainsi, le dépôt, il est vu par certains auteurs comme le contrat réel par excellence. Euh, donc Philippe Mallory et Agnès l'ont qualifié du contrat le plus réel des contrats réels. Donc on pourrait donc penser a priori que il n'y a aucun doute sur sa nature juridique. Cependant, euh, on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est qu'un contrat réel. Donc un contrat réel, ce genre de contrat existe depuis l'époque du droit romain. C'est un contrat qui ne se forme que par la remise de la chose et donc de la chose qui correspond à l'objet de la prestation. Et à cette époque, ce qu'on appelait le pacte nu, c'est-à-dire euh, donc le principe du consensualisme, n'existait pas. Et pour que l'accord de volonté puisse produire des effets juridiques, euh, il fallait qu'il revête une forme déterminée, comme une solennité, une, une, une solennité ou une matérialité tendant à objectiviser la volonté des parties euh, et donc à la concrétiser d'une certaine manière. Donc c'était ce qu'on appelle la tradition réelle de la chose. Euh, la chose qu'à l'époque on appelait en latin la res, qui permet à la volonté des parties de produire des effets juridiques. C'était la seule manière de faire en sorte que ça se soit comme ça. Donc ensuite, l'existence des contrats réels, elle n'a été consacrée que dans le Code civil en 2016, lors de la réforme du droit des contrats, à l'article 1109 alinéa 3. Donc, à l'image des contrats solennels, la remise de la chose a pour but d'attirer l'attention de celui qui se dépouille sur la gravité de son acte. En effet, celui qui remet une chose à un tiers euh, court le risque de ne jamais la récupérer. Donc ensuite, la suspension de la formation du contrat euh, à l'événement correspondant à la remise effective de la chose protège le remettant contre les engagements irréfléchis en lui donnant la possibilité de changer d'avis tant qu'il n'a pas transféré la détention. Donc, c'est l'avantage des contrats réels, c'est de protéger celui qui remet la chose. Mais donc, en quoi la qualification de dépôt en contrat réel est contestée? C'est la question qui se pose, puisque il est en passe de se transformer en contrat consensuel lorsqu'il est à titre onéreux honnêtement, puisque les promesses tendent à devenir pleinement obligatoires, la remise ne jouant plus aucun rôle particulier au niveau de la formation même du contrat. En effet, si l'on reconnaît que la simple promesse de contrat réel est valable et parfaitement efficace, puisqu'elle équivaut au contrat définitif lui-même, le consentement ayant été déjà donné via l'acte purement consensuel de la promesse. Donc cela a pour conséquence de séparer le moment de la tradition réelle de celui de l'expression du consentement. Donc les deux notions, elles deviennent alors bien distinctes l'une de l'autre, ce qui vide la nature réelle, ce qui vide le contrat de sa nature réelle. Et donc du coup, on va passer à l'enjeu du sujet. Alors pourquoi c'est intéressant de traiter les promesses de dépôt? Eh bien parce que dans ces promesses, il existe une obligation de recevoir.
de la part du dépositaire. Et corrélativement, une obligation de remettre de la part du déposant. Et elles sont pleinement efficaces toutes les deux. La volonté des contractants, elle s'est pleinement et suffisamment exprimée dans le cadre de la promesse. Donc, du coup, dans cette mesure, il semble que le débat ne se concentre pas sur le terrain de la validité de la promesse, mais plutôt sur celui de ses effets. Donc on peut alors se poser la question suivante, qui sera donc la problématique qui permettra ensuite de poser un plan. Donc la promesse de contrat réel et plus précisément celle de contrat de dépôt pourrait-elle valoir contrat définitif, donc une remise forcée de la chose pouvant donc être envisagée, ou bien au contraire la promesse conserve-t-elle en toute hypothèse son autonomie, et donc la remise qui reste toujours nécessaire pour la perfection du contrat définitif. Donc le contrat de dépôt, il se distingue des autres contrats réels par le fait que celui qui s'oblige à la promesse est celui qui reçoit la chose et non celui qui doit la remettre. La question qui se pose est à savoir si le déposant pourrait obliger le dépositaire à recevoir la chose. Alors que quand même ce dernier, il aurait pu changer d'avis et ensuite refuser d'exécuter le contrat. Les auteurs estiment que cette promesse doit être pleinement efficace, le dépositeur pouvant de ce fait être contraint de recevoir l'objet du dépôt. Dans cette vision, l'engagement de recevoir la chose pour fournir un service de garde sur celle-ci, accepté par le déposant qui entend restituer la chose, paraît constituer le contrat de dépôt lui-même. La réception effective, comme la garde, en sont donc la simple exécution. Alors ensuite, donc, on peut parler de l'émergence des contrats de dépôt à titre onéreux, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut retracer l'évolution du contrat de dépôt. Et dans l'esprit originel de l'institution, le contrat de dépôt, il est essentiellement gratuit. Donc c'est d'ailleurs ce qui est dit expressément à l'article 1917 du Code civil. Le dépôt est en effet conçu comme une opération créant sans contrepartie des obligations à la charge du dépositaire. Donc la preuve, c'est que anciennement, il était considéré que le moindre salaire stipulé au profit du dépositaire avait pour nature de changer le contrat en contrat d'entreprise dans lequel le propriétaire remet une chose au maître d'ouvrage afin qu'il accomplisse un travail sur celle-ci. Du coup, dans ce cas-là, le travail consistait à garder la chose, puis à la restituer. Cependant, aujourd'hui, il est admis que le caractère salarié du dépôt n'empêche pas qu'il soit qualifié comme tel. Et ça ne suffit pas à lui faire perdre son autonomie. En réalité, la jurisprudence qui était d'abord convaincue par l'importance de la gratuité des contrats de dépôt ne semble plus aujourd'hui accorder un intérêt aussi important à la question du caractère gratuit ou salarié du service rendu par le dépositaire pour donc déterminer la nature véritable du contrat. Donc en effet, le projet de réforme prévoit explicitement de remettre en cause le caractère essentiellement gratuit du dépôt par donc l'article 1916 du projet Stoffelmank, qui donc dispose que le contrat de dépôt peut être gratuit ou onéreux et non plus essentiellement gratuit. Donc dans ce cas-là, les deux hypothèses sont bien envisagées clairement.
Et c'est même renforcé par la proposition d'instituer une présomption d'onérosité lorsque le dépositaire est un professionnel. Donc ça, c'est à l'alinéa 2 de ce même article.